Jakarta et ses environs connaissent depuis l'indépendance du pays une profonde transformation économique, sociale, géographique. Les activités du développement du pays y entraînent la croissance et la modernisation des villes, le développement de l'agriculture et en particulier de la riziculture irriguée. Cette région métropolitaine, Jabotabek, pose maintenant le problème vaste, difficile et urgent de l'aménagement des eaux. La population de Jakarta a énormément augmenté depuis quelques années et va continuer à se développer encore à l'avenir. Entre 1961 et 1971, cette croissance a été de l'ordre de 5,8% par an. En 1976, Jakarta avait une population de 5 400 000 habitants. Nous avons fait une prévision du développement de Jakarta entre 1965 et 1985 qui traite des zones industrielles, des zones d'habitation, etc. Les besoins en eau. En 1985 seront de 350 litres par personne et par jour. Jabotabek is a joint body. Jabotabek est une organisation qui réunit les projets de planification et de développement de la province de Jakarta et celle de West Java. Tout d'abord, il faut vous dire que Jabotabek est une abréviation de Ja, Jakarta, Bo, Bogor, Ta, Tangerang, et Bek, Bekasi. Bogor, Tangerang, Bekasi. Bogor, Tangerang et Bekasi sont des communes dépendantes de la province de West Java. Les cercles rouges dessinés sur cette carte représentent les nouveaux centres d'expansion décidés par les deux gouvernements pour faire face à l'augmentation de la population de Jakarta. Les deux gouvernements ont décidé d'encourager la population à rester et de subvenir à ses besoins. L'un de ses besoins les plus importants est l'approvisionnement en eau. De l'eau pour Jabotabek. Le ministère des Travaux publics a demandé à deux sociétés d'études françaises associées, Sogrea et Cohen et Bellier, d'apporter leur appui à l'équipe d'ingénieurs indonésiens chargés des études, le Cisadane Jakarta Tibet Project.
Des réunions avec les administrations permettent d'assurer l'indispensable coordination entre les nombreux projets en rapport avec l'aménagement des eaux. Des moyens en bureaux, personnel, équipements scientifiques sont mis en place. Ils sont importants parce que ces études, qui doivent définir le programme d'aménagement le plus approprié, concernent de nombreuses questions et sont difficiles. Ressources naturelles, eau de surface, eau souterraine. Besoins en eau, besoins urbains, irrigation, protection contre les crues, énergie électrique. Possibilités de développement. Barrages et centrales hydroélectriques, canaux et conduites, stations de pompage, stations de traitement d'eau. Environnement, lutte contre la pollution des eaux et contre l'érosion des bassins versants. Rejet d'eau usée et de boue, contrôle d'indemnisation et de réinstallation. Planification, système possible en l'an 2000. Optimisation, programme d'exécution. Besoin en eau. On s'attend dans Djabotabek à une importante croissance des besoins en eau, à cause bien entendu du développement des populations et activités, mais aussi parce qu'à l'heure actuelle, l'approvisionnement en eau est loin d'être satisfaisant. Bien des ménages ne peuvent satisfaire leurs besoins en eau que de façon malcommode, voire de façon dangereuse pour leur santé à cause de la pollution croissante. Cette pollution est souvent évidente. Elle n'est pas moins dangereuse quand elle ne se voit pas et qu'elle atteint l'eau des puits. Quant aux industries, elles seront trop nombreuses dans l'avenir pour pouvoir continuer à être alimentées depuis les nappes d'eau souterraines. Les autorités responsables ont déjà entrepris un vaste programme de distribution et de traitement de l'eau qui doit aboutir, si l'eau brute est disponible, à la satisfaction générale et correcte des besoins. Ce programme est ajusté en fait à la physionomie du développement urbain en l'an 2000. L'agriculture, particulièrement les rizières, a besoin de beaucoup d'eau. Des disponibilités plus abondantes et mieux réparties permettront la création de nouvelles rizières, mais surtout une irrigation généralisée en saison sèche et donc des productions considérablement accrues.
même temps, la modernisation des réseaux et de meilleures façons d'irriguer de la part des paysans permettront des économies d'eau. À l'orée des villes, des maisons sont construites sur les rizières. Ainsi, au fil des ans, les surfaces agricoles sont réduites. Il faut, dès maintenant, prévoir la physionomie de l'agriculture de l'an 2000. Plus d'eau est un bienfait, mais trop d'eau une nuisance qui coûte cher en destruction et en travaux de protection. Les grands barrages qui fournissent de l'eau, comme le barrage de Jatiluhur, régularisent le cours des rivières. Ils réduisent les crues et peuvent éventuellement produire de l'électricité. Ressources naturelles. L'eau disponible dans la nature provient des pluies. Elle court dans les torrents et rivières. Elle s'infiltre sous terre. Elle se jette dans la mer. Utiliser cette ressource exige donc d'abord qu'on sache combien d'eau est disponible, où et quand. C'est l'objet des études d'hydrologie de dire quelles sont les ressources mobilisables. La plus importante ressource en eau pour la région CJC est le fleuve Chitarum, dont le cours est régularisé grâce au barrage de Jatiluhur et au futur barrage de Saguling. Le débit naturel de Chitarum est très régulier. Il tombe à 11 mètres cubes secondes pendant les mois les plus secs. Mais grâce à l'influence régulatrice de Saguling, il atteindra 55 mètres cubes secondes. Dans la situation actuelle des besoins en eau pour l'irrigation, nous pouvons fournir à Jakarta 10 mètres cubes secondes avec Jatiluhur seul. Mais dans les années 2000, avec le barrage de Saguling et de Jatiluhur, et une réduction des besoins pour l'irrigation à cause de l'urbanisation, il sera possible de fournir à Jakarta plus de 40 mètres cubes secondes. Ceci est un résultat important dans l'étude de simulation. Les nappes d'eau souterraines sont déjà assez largement exploitées à l'heure actuelle, particulièrement à Jakarta. Mais les conditions de leur réapprovisionnement, la nature du sous-sol, les risques d'intrusion d'eau de mer provoqués par une trop grande utilisation de ces eaux interdisent d'envisager un développement important du recours à cette ressource. Il faut contrôler davantage le taux d'exploitation qui a déjà atteint un niveau élevé. Possibilité de développement. Pour mettre les ressources en eau à la disposition des utilisateurs au moment et à l'endroit qu'il faut, des aménagements importants ont été réalisés dans le passé. Le barrage de Jatiluhur permet de retenir pour la saison sèche de très importants volumes d'eau. Des barrages de reprise, plusieurs dizaines de kilomètres de canaux principaux et secondaires alimentent Jakarta et d'importants périmètres d'irrigation.
La recherche de nouveaux sites de barrages et de tracés de canaux et tuyaux suppose des études spécifiques sur carte et sur le terrain. Il faut ensuite reconnaître combien d'eau pourront retenir ces barrages, quels types d'ouvrages peuvent être construits, à quelles difficultés il faut s'attendre. C'est l'objet des études de terrain. L'hydrologie renseigne d'abord sur les quantités d'eau disponibles, le débit des crues et les quantités de sédiments charriés par les eaux. La topographie permet de calculer les volumes des retenues qu'on envisage. Elle est nécessaire pour définir les plans schématiques des ouvrages. Reflektornya hadapkan kemari. Reflektornya, ya. Pindah sih. Pindah. La géologie fait connaître la nature des fondations sur lesquelles viendront s'appuyer les ouvrages. Entre autres, des sondages électriques et sismiques permettent de déceler la structure intime du sous-sol. Les résultats de ces sondages, complétés par le creusement de tranchées et par des carottages, indiquent aux techniciens dans quelle mesure le sous-sol est imperméable, à quel type d'ouvrage conviennent les matériaux disponibles. Ini awas, Robert. Ini awas pegang nih, Robert. Jangan kamera, jangan kamera. Ini adalah titik C2, benar, yang tepat. Ceci est le schéma de la carotte C2, extraite à l'emplacement du barrage projeté. Ce forage étant effectué pour connaître la nature du sous-sol. D'après les études d'identification effectuées en laboratoire, on a trouvé une couche d'argile imperméable entre 15 et 20 mètres de profondeur. Les relevés géologiques ont été faits en collaboration avec l'Institut de technologie de Bandung. Ces études permettent de dresser l'inventaire des aménagements possibles, barrages, canaux, etc. et d'en apprécier les coûts. Conditions d'environnement. Les problèmes d'environnement sont très importants dans un projet de ce genre.
et dans une région connaissant un tel développement. La pollution de l'eau dans les rivières et les canaux, par exemple, a énormément augmenté ces dernières années et ne va cesser d'augmenter. Cela met la population en danger. Et les traitements de l'eau dans les stations d'épuration deviennent de plus en plus coûteux. Il est nécessaire de trouver une solution. Danger et désagrément pour la population, la pollution des eaux a toute raison de croître si elle n'est pas énergiquement maîtrisée. Elle interdira le recours à certaines ressources en eau et renchérira le coût des traitements. Elle doit être connue et combattue. Les ressources en eau et en sol sont compromises par l'érosion qui se développe et atteint des niveaux critiques. Cette érosion est due au développement de l'agriculture sur les sols fragiles et conduit à charger les rivières de sédiments qui envasent ensuite les ouvrages hydrauliques. Indemniser les propriétaires des champs et maisons inondées par les barrages, aider les personnes brusquement sans emploi à se réinsérer dans la vie économique et sociale ne sont pas seulement des mesures justes, ce sont peut-être des conditions de la réussite du projet. Quel est le prix d'un hectare de rizière près de la route et éloigné de la route? Berapa harganya sawah yang dekat jalan ya per hektar dan berapa harganya sawah yang jauh dari jalan? Sini. Harga sawah yang dekat dengan jalan. Le prix de la rizière est de 7 millions de roupies par hectare près de la route et de 3 millions de roupies loin de la route. Quel est le prix moyen au mètre carré d'une maison en dur et d'une maison en bois dans cette région? Le prix moyen est de 25 000 roupies le mètre carré pour une maison en dur et de 12 000 roupies le mètre carré pour une maison de bois. Y a-t-il beaucoup de gens qui travaillent à Jakarta pendant la saison sèche? Dans cette commune, il y a environ 5 à 10 personnes qui vont travailler à Jakarta pendant la saison sèche. Les programmes de transmigration que prépare l'administration indonésienne pourront peut-être être une solution pour quelques-uns. En raison de la surpopulation de certaines régions et de la sous-population dans d'autres, le gouvernement a prévu une migration importante. Les principaux centres d'immigration étudiés ou déjà réalisés sont situés à Kalimantan, à Sulawesi, à Sumatra et dans d'autres régions. Il faudra également accueillir les habitants des zones noyées par les retenues des barrages qui seront construits dans les régions à grande densité de population, comme la CJC. Planification. Ainsi, les préoccupations qui précèdent au choix du programme idéal d'aménagement sont nombreuses et variées. Les prendre en compte, chacune pour sa juste importance, sans oublier les rapports qu'elles ont entre elles, avec le souci de la solution la moins chère, est une tâche à la mesure de l'ordinateur.
Les experts analysent les résultats des calculs de la machine. Des variantes lui sont à nouveau confiées. Pas la conduite en elle-même, c'est ce sont... Ah, c'est ça, pas. Oui, il y a quand même une station standard. On rajoute un arbre. Oui, pour rajouter un arbre, on n'est pas ça près. Mais c'est bien sûr aux autorités indonésiennes qu'il revient de choisir le programme dont elles décideront la réalisation. Grâce à lui, l'aménagement des eaux de Jabotabek apportera les services, le confort et les conditions d'hygiène qui sont d'ores et déjà souhaités par tous.